Et je vous propose de découvrir nos décrypteurs en ce mardi soir. Benjamin Chaltiel, entrepreneur, bonsoir, merci d'être avec nous. À quoi va rassembler le D-Day économique contre l'Iran? Washington a détaillé hier une campagne qualifiée d'attaque économique contre les liens financiers de la République islamique. Le Trésor américain a inscrit sur sa liste près de 60 entreprises, particuliers ou navires dans plusieurs juridictions. 6 milliards d'euros, c'est le montant des investissements promis par l'Arabie Saoudite à la France. Le pays va financer la création de 3 parquets en région parisienne. La tête de Baron 22 000 emplois fils à la clé, du président américain a également été mise à prix par des médias d'État iraniens. Benjamin Chaltiel, il y a aussi des menaces vis-à-vis de toute entreprise d'être privée de l'accès au dollar. Est-ce quand on est une entreprise européenne, par exemple, on a vraiment le choix de répondre ou pas à cette menace? Est-ce qu'on peut exister sans avoir accès au dollar? On ne peut pas exister, en tout cas sans soutien, et Donald Trump le sait. Maintenant, la question, effectivement, c'est à qui va pénaliser vraiment ces sanctions économiques. Est-ce que ça va être directement le régime ou est-ce que ça va être aussi la population iranienne? Je vous laisse deviner si la population iranienne subit ces sanctions. Est-ce que le régime va en avoir quelque chose à faire? La réponse est bien évidemment non. Donc, je suis aussi dubitatif, effectivement, quant au résultat de cette campagne, finalement, de guerre économique que veut mener Donald Trump. Bien qu'on sait que la monnaie iranienne, donc le rial, est en train de s'effondrer. Les exportations de pétrole ont été diminuées par 4. On avait 2 millions de barils de pétrole qui étaient exportés par jour juste avant la guerre du 28 février. À la mi-août, on en compte seulement 400 000. Donc, il y a déjà un terrain qui est présent sur une faible économie iranienne, mais ça ne suffira pas à faire tomber le régime, selon moi, si Donald Trump ne fait pas ce qu'il avait promis pendant les manifestations de l'opposition iranienne en janvier, c'est-à-dire armer l'opposition. Le régime ne tombera pas comme ça, pas un régime qui est là et qui se prépare et à cette guerre militaire et à cette guerre économique depuis quasiment son existence, depuis 1979. Allez, on va évoquer le dossier Turquie, Syrie, Israël à présent, avec plusieurs informations ce soir. D'abord, la Grèce qui hausse le ton face à la Turquie. Le ministre grec des Affaires étrangères a affirmé que son pays répondrait à toute atteinte à ses droits souverains avec tous les moyens à sa disposition. Georgios Gerapetetris affirme que l'immobilisme diplomatique de la Grèce appartenait définitivement au passé. Un peu de contexte, la Turquie a annoncé la création de 2 parcs nationaux maritimes empiétant sur les eaux territoriales grecques. Et Athènes et Jérusalem ont de leur côté signé plusieurs accords ces derniers mois. En parallèle, la Syrie sort encore de la liste des pays soutenant le terrorisme. La compagnie aérienne nationale syrienne s'apprête également à reprendre du service avec des liaisons entre Damas et Vienne. Je vais me tourner vers vous, Benjamin Chaltiel. Est-ce que toute cette affaire, tous ces affrontements entre la Grèce et la Turquie, affrontements entre Israël et la Turquie, et ces provocations turques sont le signe que le pays essaie de recréer, pas forcément une sorte d'empire ottoman, mais une sorte d'hégémonie régionale? Mais Erdogan ne cache pas son envie de revoir l'empire ottoman. C'est même probablement son but premier. Avec l'effondrement de l'axe chiite entre le Hezbollah, qui n'est pas à terre mais qui est décapité, la guerre en Iran, avec une nouvelle Syrie, la Syrie de Bachar el-Assad ayant tombé, et leur nouveau chef, Al-Shara. Finalement, Erdogan va tester toutes les limites. Il veut s'implanter à la frontière israélo-syrienne. Il teste aussi les limites de la Grèce en mer Égée. Erdogan est un futur adversaire possible d'Israël. Il faut s'en méfier impérativement. Je rappelle que les relations dans la région ont toujours été soumises à de nombreux changements, que ce soit avec l'Iran ou que ce soit aujourd'hui avec la Turquie. Je me méfierais des intentions qui sont probablement mauvaises de la part du président turc. Et dans tout ça, je n'ai pas l'impression que Donald Trump va aider ses alliés israéliens
ou même la Grèce. Se faire justice soi-même nuit à Tsahal. La condamnation de Benjamin Netanyahou contre l'action de Zvi Sukkot, le député du parti sudisme religieux, a détruit un monument dans un village palestinien près de Naplouse. Entouré de soldats israéliens, il a filmé sa destruction et affirmé que le monument rendait hommage au terrorisme. Tsahal avait déjà prévu sa destruction. Benjamin Chaltiel, pardon. On voit que cette affaire est reprise évidemment par toute la presse internationale. On le sait, la presse occidentale aime se saisir de ce genre d'affaires pour montrer que les Israéliens sont les méchants. Est-ce qu'Israël avait besoin de ça? Disons que non, nous n'avions pas besoin de ça. Maintenant, c'est évidemment condamnable. Alors la presse reprend. J'ai pas vu les titres encore concernant cette affaire au niveau international. Maintenant, j'imagine que la presse reprend évidemment seulement le fait qu'il y ait un monument qui soit détruit, sans préciser quel est ce monument. Alors effectivement, comme ça a été dit, c'est condamnable. Le fait de ne pas obéir à l'armée est condamnable. Ça a été dit également, mais une grande partie de la classe politique l'a condamné. Maintenant, effectivement, on est en campagne législative, donc ça arrivera assez souvent pour tel ou tel sujet, peu importe. Et c'est vrai que malheureusement, ça donne du grain à moudre aux plus grands antisémites, aux plus grands adversaires d'Israël à travers le monde. Donc nous n'avions pas besoin de ça, mais de toute façon, dès qu'Israël bouge le moindre petit doigt, le monde entier tombe dessus, donc rien de surprenant. Peut-être une dernière question, Benjamin Chaltiel, sur ce dossier, sur cette déclaration de Benjamin Netanyahou qui s'indigne contre la création de plusieurs partis à droite. Selon le Premier ministre israélien, la multiplication des partis de droite pourrait offrir les élections à, je cite, la gauche fasciste. Il y a vraiment une multiplication des partis de droite. Est-ce que finalement le danger pour la réélection peut-être pour Benjamin Netanyahou est en train de venir de sa droite plutôt que de sa gauche? Oui, je rebondis un peu sur ce que disait Raphaël. Je connais un peu ce problème. Étant membre d'un parti français de droite qui a prôné depuis de nombreuses années l'union des droites, on voit qu'ici, c'est un risque de la part de sa propre parti d'échiquier politique de mener à la victoire de la gauche. Il faut absolument trouver un discours d'union pour réunir tous ces micro-partis dont les voix risquent de partir à la poubelle et de profiter finalement à ses adversaires et à son principal adversaire qui est Gadi Eisenkot. Et en parallèle de cette actualité, cette autre information, l'ouverture d'une nouvelle clinique médicale à Gaza par une ONG israélienne. Elle pourra accueillir jusqu'à 10 000 enfants pour des dépistages préventifs, des soins pédiatriques primaires et des consultations. Benjamin Chaltiel, une ONG israélienne qui contribue à soigner jusqu'à 10 000 enfants palestiniens. Ça a une portée quand même symbolique après tout ce qu'on vient de dire. On parlait tout à l'heure des grands titres de la presse la presse internationale qui condamnait ce qu'a fait Zvi Sukkot. Est-ce que cette même presse internationale parle de ça ou parlera de ça demain dans ses gros titres? Non, je pense pas. Donc, évidemment, ça ne fera pas l'actualité internationale, mais j'espère que ça servira aussi à tous les détracteurs d'Israël pour leur faire comprendre qu'un pays qui veut faire un génocide ne construit pas de clinique dans le pays qu'il veut génocider, tout simplement. Je pense que c'est du jamais vu concrètement de manière générale dans un pays en guerre, ou alors c'est quand même très rare. Projet pharaonique. Celui-ci est en région parisienne. Jamais un tel projet n'avait été envisagé depuis la création du parc Euro Disney, devenu aujourd'hui Disneyland Paris. La France a annoncé la création de 3 parcs à thème en région parisienne, financés par l'Arabie saoudite. Benjamin Chaltiel, on imagine bien que les Saoudiens ne sont pas des philanthropes amoureux de la France. Pourquoi avoir choisi la France pour un projet comme celui-ci, officiellement pour l'amour partagé entre les deux présidents des mangas? Mais déjà, je tiens à dire quand même sur ce qui a été dit, on a l'impression d'avoir un enfant qui veut un parc à jouer et qui demande à son copain de lui offrir un grand parc à jouer dans sa capitale. J'ai trouvé le sujet c'est assez délirant. Mais bon, on est en fin de mandat. Emmanuel Macron essaye de s'agiter un petit peu, peu importe. Finalement, c'est comment dirais-je, Emmanuel Macron sur ça essaye d'implanter l'Arabie saoudite en France
comme d'autres avaient implanté le Qatar avec le rachat de grands hôtels, de palaces parisiens, ou même l'achat du Paris Saint-Germain. Tout est une question d'argent. Allez savoir ce que le président de la République actuelle va faire après son mandat présidentiel. Est-ce qu'il a des ambitions dans les pays du Golfe, peut-être? Est-ce que c'est assez difficile de voir ça tout de suite? Mais ça relève, pour moi, aujourd'hui, on dirait vraiment qu'on veut un parc à jouer, surtout vu l'état du pays. Je ne suis pas sûr que ouvrir 3 parcs financés par l'Arabie Saoudite était finalement la mesure absolument nécessaire actuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benjamin Chaltiel, entrepreneur. Bonne soirée.